J'aimerais, avec vous, démarrer par le tout début. Marie, vous êtes à Singapour. Et à Singapour, où vous êtes directrice financière internationale, vous décidez un jour, c'est fait, je vais courir autour du monde, ce sera un marathon par jour. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous pousse à ce moment-là? Ça devrait arriver. Non? Permettez? Et ça devrait fonctionner normalement, oui? Attendez, on le recommence. J'appelle la régie. Si on est... Non plus? Régie? On a un petit souci, franchement. Juste un souci de son. Je ne fais pas bien? C'est bien dans ce sens-là? Oui, c'est dans ce sens-là. Si on peut régler le souci, c'est vraiment pas mal. Attendez, je vais me tourner également. En aurait-on un autre? Ça vient de là-bas. Bon, alors, en régie là-bas, on m'arrange ceci. Ah, c'est étonnant, hein? Étonnant. Vous savez comment on va faire? Allez. Ah, c'est parti? C'est bon. C'est parti. Merci beaucoup, la régie. Merci. Donc après ce petit délai, en fait, j'étais à un moment de ma vie où j'ai fait mes études à Rouen, des études de droit et de finance, et mon parcours de vie, ça a été de mêler mon nomadisme et le fait que j'étais polyglotte avec un désir de découverte du monde, ce qui fait qu'en fait, c'est mon désir de découverte du monde qui m'a porté à travers ma carrière et qui m'a fait habiter dans de nombreux pays en Europe et dans une dizaine de pays jusqu'à l'Asie du Sud-Est où je travaillais à Singapour pour une entreprise de streaming, Spotify. Et en fait, j'arrivais avec plus de 20 ans de nomadisme dans les baskets déjà derrière moi et j'avais envie de continuer cette découverte du monde, mais de la découvrir autrement, de la poursuivre différemment. Et toujours dans cette découverte du monde, il faut un élément de challenge pour que ça soit intéressant pour moi. Et en fait, dans un moment de sérendipité complète, où j'ai fait, sans vraiment y réfléchir, un petit dessin qui représentait une petite bonne femme qui courait autour du monde, quand j'ai regardé ce dessin, je me suis dit, mais en fait, elle est géniale, cette idée. Et donc, je suis allé sur Google pour demander si c'était faisable de faire un tour du monde en courant, parce que j'en avais aucune idée, j'en avais jamais entendu parler. Et puis, j'ai lu qu'effectivement, 6 personnes, 5 hommes et une femme, avaient fait un tour du monde en courant. Donc, pour moi, c'est possible. Donc, voilà. Juste avant cela, vous aviez 20 ans de nomadisme en vous. Vous aimez le mouvement, vous aimez le changement? Alors, pas le mouvement pour le mouvement et pas le changement pour le changement. Comme j'ai dit, moi, c'est la découverte du monde. Donc, c'est l'intérêt d'aller découvrir des régions, des nouvelles langues, des nouvelles cultures. Singapour, c'est un melting pot extraordinaire. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé au niveau du business. Il se passe beaucoup de choses là-bas. C'est un espèce de terreau formidable pour les entreprises. Et voilà, moi, c'est ça qui me passionne. C'était de mêler les deux. C'était de mêler une carrière qui était assez ambitieuse, dans des cultures différentes et aussi des cultures de travail différentes. Et ça, c'est un sacré challenge. Hein. Je suis passé, par exemple, du grand écart d'aller travailler en Grèce pendant 5 ans et puis Singapour ou la Suisse ou d'autres pays. C'est des cultures de travail fondamentalement différentes, mais qui enrichissent à chaque fois la compréhension des rapports humains et des cultures dans lesquelles on baigne. Le pire pour vous, ce serait un appartement à Deauville pendant 20 ans et vous ne bougez plus. Ça serait une grande peur, oui. Jean-Louis, vous avez 14 ans, vous êtes d'une famille de 6 enfants, pardon. Votre père travaille, votre maman veille sur l'ensemble des enfants. Et votre papa vous dit, tu sais, il faudra travailler. 14 ans, vous travaillez où? C'était mon premier métier au Havre, où je vendais des parfums à l'exportation sur les bateaux. Ça, c'est quand vous avez 16 ans, à 14 ans. Alors, à 14 ans, je portais les valises pour faire les parfums, mais par contre, juste avant, parce qu'on ne savait plus quoi faire de moi à l'école, je n'ai jamais redoublé, ça mon père n'aurait pas aimé quand même, que je redouble. Et donc, j'ai fait 1 an tailleur de pierre. Voilà. Et donc j'ai travaillé dans une entreprise, c'est d'ailleurs pour ça que j'aime autant l'architecture, que l'histoire me parle, etc. Quand on touche à une pierre, ça capitalise, ça enregistre, ça mémorise l'histoire, le passé, notre passé. Et donc j'ai travaillé dans une entreprise qui fabriquait des cheminées.
Voilà, et c'est moi qui taillais donc la pierre, etc., les colombages, et voilà. 16 ans, comme vous dites, là vous êtes au Havre et vous portez des valises avec des parfums à l'intérieur. Pourquoi faire? C'est ça. Bah, pour les vendre à l'exportation, les marins bénéficiaient de la détaxe. Donc, souvent, les marins, et d'ailleurs ça n'a pas beaucoup changé, hein, ce n'est pas le salaire de marin qui les intéressait, et qui les intéresse encore actuellement, c'est ce qu'ils vont pouvoir faire comme business à côté en s'arrêtant dans différents ports. Alors évidemment, il y a des business avec la Colombie qu'il vaut mieux éviter. Hein. Mais en tout cas, le business du parfum, ils achetaient, ça se fait plus maintenant. Mais ils achetaient des quantités énormes pour revendre dans leur pays quand ils rentraient chez eux. Et quand on vous interroge, si on vous demande, mais êtes-vous un sportif? Vous répondez, oui, je fais du sport de haut niveau. Oui, alors maintenant que j'ai rencontré Marie, évidemment, c'est un petit peu plus délicat, mais auparavant, avant de rencontrer Marie, hein, mais quand on me demandait si je faisais du sport, je dis oui, évidemment, oui, je suis entrepreneur, donc je fais de l'entrepreneuriat de haut niveau parce que je considère que c'est un sport, alors à la fois aussi intellectuel, mais aussi physique. Et donc, voilà. Mais maintenant que j'ai rencontré Marie, d'ailleurs, petite anecdote quand même, ça va vous faire sourire, c'est que Marie, 700 marathons, et moi j'ai un ami entrepreneur normand, qui, cher Philippe, m'a inscrit à la course à Deauville, les 10 km. Hein. Mais lundi, il m'a dit que je n'étais pas encore prêt. Voilà. Voilà. Donc, franchement, chapeau, parce que 700 marathons, waouh. Ouais. Mais donc, Marie montre que c'est possible. Alors, merci beaucoup. 16 ans, vous quittez Le Havre, vous partez vers Rouen, entreprise Cunningham, c'est dans les adoucisseurs d'eau. Ma question est la suivante. Comment vous arrivez à La Palette? Parce qu'on n'y est pas encore à ce moment-là. La Palette, ça démarre comment? C'est le hasard de la vie, les opportunités. Alors c'est aussi, ce que j'ai appris, c'est écouter, observer. Donc en plus, quand vous êtes autodidacte, vous avez soif d'apprendre. Parce qu'on n'a pas eu le temps d'apprendre. Donc on a vraiment cette soif d'apprendre. Et on n'a pas été formé, mais peut-être aussi, nous n'avons pas été formatés. Parce que parfois, à mon sens, un excès de formation peut entraîner du formatage. Voilà, c'est ce qui a fait d'ailleurs que je me suis fait tout seul, j'ai analysé tout seul. Et c'est dans cette entreprise où je m'occupais du service après-vente, où le chef d'entreprise recevait ses Culligan, tout le monde doit connaître à peu près de nom, c'est une entreprise mondiale maintenant, recevait du sel pour adoucisseur d'eau sur des palettes. Et un jour, donc, il m'a dit « Occupe-toi de me vendre ces vieilles palettes qui avaient déjà servi ». Ce à quoi, d'ailleurs, j'ai bien rigolé en disant « Non, tu appelles, on va mettre une benne, c'est toi qui vas payer, et tu vas mettre les palettes dedans, et voilà. » Et non, il existait déjà des gens qui récupéraient les palettes. Ça, c'est la première réponse, on va arriver sur la suite. Marie, vous examinez donc la possibilité de faire plus de 600 marathons par jour, mais vous vous rendez compte que chaque fois qu'on fait un marathon, enfin, ou bien la personne est blessée dans l'entraînement, parce que c'est long, c'est dur, ou bien elle est blessée au cours même du marathon. Et vous vous dites, je n'ai pas le choix, je ne peux pas être malade ni blessé. Vous faites comment? Oui, c'est ça. C'est le chiffre que j'avais à l'esprit exactement, c'était 70%. Donc c'est 70% des personnes qui préparent un marathon dans l'année, c'est-à-dire un marathon juste en un an, se blessent soit au cours de leur préparation, soit après ou durant leur marathon. Et bien sûr, quand on veut enchaîner les marathons tous les jours pendant 2 ans et demi, la blessure, pour moi, c'est l'arrêt du projet, c'est l'arrêt du rêve. Donc il allait falloir prendre à contre-courant toutes les idées reçues et toute la science, entre guillemets, de la course à pied. C'est-à-dire que moi, tout ce qu'on lit dans les magazines de running, tout ce qu'on lit sur comment préparer son entraînement, regarder les chiffres en permanence, pousser la machine à fond, je me suis dit, c'est pas compatible avec un projet de très longue endurance. Et c'est un exercice assez compliqué, mais qui intellectuellement est extrêmement satisfaisant, de prendre tout à rebrousse-poil, jusqu'à, par exemple, quelles chaussures utiliser, la nutrition. Moi, ma nutrition, elle a varié de les pizzas congelées du Montana jusqu'à le régime à l'italienne, hyper protéiné ou avec des carbohydrates, etc. Ça a varié du tout au tout en fonction des pays que je traversais. Et en fait, cette science de la nutrition au gramme près, les chaussures qu'on doit changer, qui doit avoir la manière de poser le pied, de dérouler à la foulée, j'ai repris tout à la base. J'ai fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, je me suis déformaté et je suis reparti sur ma curiosité, comment ça fonctionne, comment fonctionne le corps humain, comment ça marche. J'ai testé, j'ai mis à l'épreuve, je suis reparti de zéro. Donc ça veut dire même la façon dont le pied se pose. Entre autres, oui, par exemple, d'atterrir non pas sur le talon, comme on nous dit de le faire, mais d'atterrir bien sur l'avant du pied. Le pied est fait pour absorber le choc.
Et quelle que soit la technologie qu'on vous mettra dans un talon de chaussures de course, rien n'absorbera autant que le pied lui-même, qui est la machine la plus formidable du corps humain pour ça. Vous apprenez, vous êtes votre propre professeur, vous apprenez à courir comme cela. Oui, et puis je reviens sur les planches d'anatomie, je reprends Bien tout à sûr. zéro, guidé par cette curiosité. Mais on arrive quand même à un résultat où je cours 700 marathons sans une seule blessure, sans douleur et sans ne serait-ce que même une cloque. Donc voilà, ça s'appelle s'écouter, écouter son corps. Et je fais juste un dernier petit parallèle avec le monde de l'entreprise, puisque c'est vous aussi. Et moi, la seule science que j'avais avant de me lancer dans ce tour du monde, c'était la science de l'entreprise, la gestion des hommes et des projets, c'est tout ce que je savais faire. Eh bien, j'ai traité mon corps comme j'aurais traité mon équipe, mes équipes ou mes collègues, c'est-à-dire être à l'écoute vraiment, être à l'écoute et répondre. C'est pas tout d'écouter. Faut pouvoir répondre quand on sent une situation de tension, quand on sent des choses qui coincent un peu. Faut pouvoir y répondre. Les spécialistes de la course, les professeurs, sont-ils venus vous trouver après votre exploit en vous disant « Expliquez-nous comment vous avez fait pour que nos athlètes puissent ne pas être blessés » ? Alors, il y a eu un temps l'INSEP qui s'est un peu penché sur mon cas. Mais ça faisait déjà près de 2 ans que je courais. Et donc, il leur manquait un peu la comparaison de ce que j'étais avant et ce que j'avais développé pour justement éviter les blessures. Donc, ils n'ont pas pu mener une étude comparative. Mais ils m'ont promis que sur mon prochain projet, on en reparlera tout à l'heure, ils commenceront à faire des analyses sur moi avant que je parte. Et ça sera suivi pour voir ce que produit le corps, qui fait que aussi j'ai l'impression que je renforce mon système immunitaire et mon système articulaire au plus j'avance dans mon projet. Jean-Louis, vous êtes donc à Rouen, et là vous découvrez le monde de la palette, vous vous y intéressez. Que constatez-vous et comment allez-vous faire ? Alors, au début, déjà, quand on se lance, parce que la thématique, ce sont aussi les limites qu'on se fixe, mais quand on crée alors une TPE, nous étions 3, parce que c'est important, moi, je n'ai jamais rien fait seul. Je prône le collectif pour plusieurs raisons. C'est que je trouve qu'on va plus vite à faire des choses à plusieurs, et qu'en plus, j'y prends beaucoup de plaisir. Vous voyez, faire seul, moi, je n'aurais pas la force justement de faire seul, de courir seul. Voilà. Par contre, le faire avec d'autres, en équipe, etc., pourquoi pas. Voilà. Et donc, quand j'ai découvert mon métier, on pensait simplement créer une petite entreprise, une TPE, pourquoi pas avec de l'ambition une PME. Et puis, on pensait peut-être gagner pas trop mal notre vie, mais surtout comme une grande qualité, enfin un point commun qui nous rassemble tous les entrepreneurs, c'est surtout avoir notre liberté. Ça, c'est vraiment c'est un point commun que nous avons tous chez tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés. Voilà. Et donc après, le constat, quand on se lance, vous voyez, c'est facile aussi d'oser quand on n'a rien. C'est beaucoup plus facile, vous voyez, d'oser quand on n'a rien du tout, alors que quand on a déjà pu acquérir soit un peu de patrimoine, soit on a une famille, des responsabilités, c'est beaucoup plus difficile. Mais en tout cas, quand on n'a rien, c'est plutôt facile. Et puis le constat, c'était de regarder avec un œil neuf ce que les autres faisaient depuis certains, 1 ou 2, 3 générations, puisque la palette est arrivée en Europe après-guerre, Deuxième Guerre mondiale. Petit cours d'histoire ultra rapide. Pour gagner la Deuxième Guerre mondiale, voilà, il fallait donc que nos alliés débarquent très vite, comme tout le monde le sait, mais pour débarquer très vite, il faut aussi que le génie civil suive, et donc ils sont venus avec, pour la première fois, chariot élévateur et palette. Et c'est comme ça que c'est resté, et que la palette est restée en Europe. Voilà. Et donc, les 2 constats, c'était de dire déjà, j'avais des concurrents, des confrères, ça existe toujours, qui sont forts sur une ville, une région, une zone géographique, mais personne n'avait eu l'idée de faire un maillage. Un maillage, pourquoi ? Parce que déjà, écologiquement, je trouvais, il y a 32 ans maintenant, que c'était une ineptie de transporter sur des longues distances des palettes vides. J'avais vu un concurrent, par exemple, à nos débuts, il était à Bordeaux, il livrait l'usine de batterie qui s'appelait Fulmen dans le Nord, à Lille, vous voyez, et les palettes vides sur un camion traversaient toute la France. Donc notre idée, ça a été de créer un maillage du territoire. On a commencé par notre pays, donc la France. La deuxième idée, après, c'était de dire, on a démarré dans le reconditionnement, il faut qu'on intègre aussi de la palette neuve. Donc là, on est devenu industriel, fabricant, on a fait la même chose, un maillage, et c'est ce qui a porté ses fruits quand, en fait, les concurrents n'avaient peut-être pas senti que le marché allait changer. Le changement, c'était quoi ? C'était qu'auparavant, les acheteurs, c'était l'usine d'à côté.
Parfois même, c'était un cariste qui nous passait des commandes de palettes il y a 30 et quelques années. Ce n'était pas un service achat, etc. Voilà. Mais en tout cas, c'était l'usine d'à côté. Puis d'un seul coup, évidemment, les grands comptes ont décidé de massifier leurs achats, y compris les palettes, qui étaient pourtant une petite ligne pour eux. Et on s'est retrouvé rapidement à la Défense pour négocier des contrats nationaux. Et là, à ce moment-là, le seul qui avait mis en place un maillage qui avait anticipé, c'était PGS. Voilà. Et non pas GPS. J'aurais bien voulu inventer le GPS. Ça aurait pu être très intéressant. Voilà. Et ni PSG non plus. Je sais pas, attention, ne confondez pas. Merci beaucoup. Autrement dit, voilà, premier grand enseignement, mesdames et messieurs, c'est ceci. Observez bien ce qui se fait, mais souvenez-vous toujours d'Erasme et l'éloge de la folie. L'éloge de la folie, selon Erasme, c'est de faire table rase de ce qui a été fait et d'observer à nouveau le terrain et de voir avec bon sens, avec logique, avec votre intuition peut-être également, comment on pourrait faire autrement, parce que ce autrement sera vraisemblablement mieux. C'était l'un des thèmes de l'Université des entrepreneurs normands. Marie, au moment où vous démarrez les marathons, les uns derrière les autres, vous vous dites « il ne faut pas que j'oublie, il ne faut pas que j'oublie, parce que chaque course va ressembler à l'autre, mais aucune journée ne ressemblera à la précédente ». Comment vous faites pour organiser la mémoire de tout ce que vous allez traverser ? Alors, j'avais un petit exercice de mémoire que je faisais tous les jours. Alors, au début, c'était très facile. Surtout pendant la première semaine, c'était très facile. Je me récitais dans l'ordre, en courant, le nom des villes par lesquelles j'étais passé. Et pas juste pour me rappeler le nom des villes, mais en fait, chaque ville ou chaque étape, en fait, me rappelait un souvenir de course, un souvenir de... C'était une expérience sensorielle, ce tour du monde. Quand on est à pied sur les routes du monde, c'est les 5 sens qui sont en éveil au quotidien. On voit, on foule de ses pieds, on sent, on touche, on goûte. Tout ça, c'est l'univers sensoriel du monde qui vient s'encapsuler chaque jour dans une espèce de petite pastille qui est chaque fois infiniment différente de la précédente, mais jamais la même. Et c'est pour ça que quand j'entends que ce soit des coureurs d'endurance ou parfois dans l'entreprise, des gens qui ont l'impression de revenir au bureau, faire toujours la même chose tous les jours ou tous les mois, recommencer le même cycle, mais c'est jamais la même chose. Les circonstances, les conditions, elles changent au quotidien. Et moi, c'est la même chose sur ma course. Si c'était pour refaire la même course tous les jours, et croyez-moi, quand on traverse le Montana, on a 1000 km de ligne droite dans un paysage qui... Si vous le traversez en voiture, vous aurez l'impression que c'est la même chose. Et moi, je me rappelle, je peux vous citer toutes les étapes dans l'ordre. Il n'y en a pas une qui était pareille. Il n'y en a pas une où les conditions climatiques, ou les conditions de course, ou ce que je voyais, ou les aventures qui m'arrivaient chaque jour étaient toutes différentes. En fait, c'est notre perception de la monotonie qui va guider le feedback qu'on en reçoit. Moi, tous les jours, mon feedback, c'était pas « c'est monotone, c'est encore un marathon, c'est le même, j'en peux plus ». C'était « c'est génial, c'est une aventure, c'est une journée que j'ai jamais vécue avant, dans un endroit que j'ai jamais traversé avant, c'est des gens que j'ai jamais croisés de ma vie ». Tout était neuf au quotidien. Mais en fait, c'est pas quelque chose, ça, que j'ai développé juste pour mon tour du monde. Je pense que c'est aussi un état d'esprit dans la vie, dans la manière de gérer les affaires. J'ai été aussi entrepreneuse dans mon passé. Et c'est à chaque fois... Le clic énorme d'adrénaline que ça décharge, de se dire que tous les jours on est dans une aventure et qu'en fait on est le seul maître à bord presque, même quand on travaille avec des équipes, on travaille avec des collègues, mais quand on est à la tête de ça, c'est nous qui menons le bateau en fait. Il y a un sentiment, ça n'a rien à voir avec un sentiment de puissance ou de domination ou quoi que ce soit, ça a à voir, du moins de mon expérience, c'est un sentiment presque d'explorateur, de pionnier, d'ouvrir le chemin. Et c'est quelque chose de terriblement intoxicant, comme on dit en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, c'est addictif. Allez, on vous suit sur quelques centaines de kilomètres et avec quelques images du tour du monde, de Marie.
Vous êtes seul sur une route du Dakota du Nord, droite. Une voiture vous dépasse, elle s'arrête, une jeune femme en sort et elle vient vous trouver. Que se passe-t-il? Bon, on va se remettre dans l'ambiance. Donc, oui, elle s'arrête sur le bord de la route, elle sort de la voiture et donc moi je cours vers elle, je ne sais pas trop ce qui se passe, hein, c'est des routes où il ne passe pas grand monde. Et cette femme, quand je passe à son niveau, me tombe dans les bras en larmes. Et je comprends qu'il y a quelque chose de très fort émotionnellement et je ne sais pas quoi. En même temps, souvent quand je dis que je suis en train de faire le tour du monde en courant, ça suscite souvent beaucoup d'émotions au moment où je cours chez les gens, mais je n'avais jamais vu, puis je ne pensais pas qu'elle savait que je courais autour du monde. Elle m'explique entre deux sanglots qu'elle a lu dans le journal de la veille, un journal local, elle avait vu ma photo et donc elle m'a reconnue, elle savait que je faisais ça. Et on se pose sur le bord de la route et elle me raconte son histoire. En fait, ce jour-là, c'était un triste jour pour elle. C'était l'anniversaire des 1 an de la mort de son fils. Elle avait eu un fils unique qui était mort dans des circonstances comme ça arrive aux États-Unis, ces fameux cold cases, ou un assassinat non expliqué. Et donc ça fait un an qu'elle n'arrive pas à faire le deuil de ce fils. Et ce matin-là, elle était partie de chez elle sans du tout m'avoir à l'esprit. Hein. Elle avait survolé l'article du journal. Et elle s'était dit, je vais conduire ma voiture pour trouver une réponse, quelque chose. Je ne sais pas où je vais, je conduis au hasard. Peut-être trouver une raison pour laquelle ma vie vaut quand même d'être vécue. Elle était en train de se demander si sa vie valait la peine maintenant. Et en fait, elle me voit courir sur le bord de la route. Et là, immédiatement, elle s'arrête et elle a cette unique envie en tête. Elle me sort de son sac un petit bout de tissu qu'elle porte toujours avec elle, sur lesquels sont brodés le prénom de son fils avec ses dates de naissance et de mort. Et elle fait un truc extraordinaire. Elle me le glisse au creux de la main et elle me dit « Est-ce que tu peux me promettre que tu vas l'emmener avec toi jusqu'au bout de ton tour du monde ?» Alors, sur le coup, ça m'a mis un petit peu de temps à comprendre. Et en fait, j'ai compris que dans ce geste-là, elle se disait qu'elle allait pouvoir penser à son fils autrement que sous la chape du deuil, mais embarquer avec moi dans un beau voyage. Et qu'en fait, je sais qu'elle m'a suivie pendant le reste de mon tour du monde, elle lisait mon blog tous les jours. Et j'avais l'impression que quelque part, elle se disait « Tiens, mon fils est en train de, je sais pas, traverser les Andes, traverser l'Argentine. » Et j'ai toujours ce tissu avec moi. Je lui ai envoyé un message à la fin du tour du monde pour lui dire qu'on était arrivés tous les deux ensemble sur la finish line. Mais voilà, en fait, ça dit d'abord beaucoup de l'émotion que ça suscite. Et ça, c'est quelque chose d'universel. Pourquoi un tour du monde, ça met des étoiles comme ça dans les yeux aux gens, et aussi une sorte d'espoir
Parce que moi, je ne suis pas un messie, hein, je ne suis rien du tout, je suis juste quelqu'un qui court. Mais c'est ce que ça peut inspirer chez les autres, c'est ce que ça peut donner aux autres. Et ça, c'était universel. Ouais. Enfin, je l'ai rencontré partout. Du moins. Merci beaucoup pour ce témoignage. Jean-Louis, voici que PGS se développe petit à petit et vous vous interrogez, vous dites non mais on a besoin de bois pour faire des palettes, on a besoin de clous également. Quelles sont les décisions majeures que vous prenez avec d'autres, vraisemblablement? C'est la continuité. Alors déjà, on m'avait dit à l'école que je n'étais pas intelligent, mais je revendique une intelligence, c'est l'intelligence du bon sens. Donc d'appliquer du bon sens dans tout ce que l'on entreprend, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la vie de tous les jours. Je pense que d'ailleurs, en mettant beaucoup plus de bon sens, le monde tournerait beaucoup mieux. Et le bon sens, quand on est entrepreneur, c'est il faut gagner sa liberté. C'est le point commun que j'évoquais tout à l'heure. Mais après, il faut la conserver. Et parfois, d'ailleurs, c'est plus difficile d'essayer de la conserver, et en plus dans le temps, plutôt que de la gagner. Et donc, pour la conserver, vous évitez tous les phénomènes de dépendance. Il faut que je fasse attention à ce que je dis quand même, mais il y a des partenaires bancaires, par exemple, dans la salle, mais si vous voulez ne pas être dépendant d'eux, il vaut mieux en avoir plusieurs, des bons et des fiables et des partenaires. Si vous ne voulez pas être dépendant de clients, il vaut mieux en avoir plusieurs. On peut en avoir des gros, mais évitez d'en avoir qu'un seul qui pèse trop dans votre chiffre d'affaires. Et donc, sur ce même raisonnement et de bon sens et de gestion de bon sens, c'est de dire je consomme beaucoup de planches pour fabriquer nos palettes. Par exemple, cette année, on ne sera pas loin de consommer 1 million de mètres cubes de planches juste pour fabriquer des palettes. C'est très vertueux. On n'a pas le temps que je vous explique, mais je ne suis pas un assassin, je ne coupe pas d'arbres, etc. pour faire n'importe quoi. Au contraire, c'est très, très, très vertueux au niveau de l'écologie et de l'environnement. Et donc, du coup, c'est de se dire, il faut qu'on intègre le métier de la scierie. Il faut qu'on devienne scieur. Et puis, comme vous consommez beaucoup de bois pour faire vos planches, pour faire vos palettes, du coup, vous devenez aussi exploitant forestier, propriétaire forestier. Donc, on s'intéresse évidemment à la forêt. Et puis après, il y a 7-8 ans, un de nos fournisseurs a fait presque l'erreur de nous dire que nous étions le premier consommateur de pointe en Europe, de clous en Europe. Voilà. Et donc, du coup, on s'est dit, il y a un risque, parce que dans notre métier, il n'y a pas beaucoup de fournisseurs de pointe, donc de clous en Europe non plus, ni même dans le monde. Et donc, on est devenu un des plus gros producteurs de pointe aujourd'hui, avec notre usine qui est en Belgique, qui alimente non seulement nos sites, et aussi nos confrères. Parfois aussi nos concurrents. Mais ce n'est pas le même tarif, là. Cette indépendance vous a sauvé. Cette indépendance vous a sauvé. Oui, quand on voit par exemple le crash test, c'était 2022. 2022, donc le pire moment, on n'a jamais vu des tensions aussi importantes sur les matières premières, sur les prix. Et donc, nous, on a livré tous nos clients, parfois avec un léger retard, mais en tout cas, on les a livrés, ce qui n'a pas été le cas de toute la profession, parce qu'ils n'avaient pas tout intégré. Voilà. Vous avez gagné ainsi votre liberté, c'est ce que vous souhaitiez. Et puis à un moment donné, vous vous êtes dit, le territoire m'a tellement donné, il faut aussi que je lui restitue, pour une part en tous les cas, tout ce qu'il m'a donné. Et là, avec d'autres, toujours, d'un côté, vous vous occupez du rugby à Rouen, de l'autre côté, avec des amis, vous vous dites, on peut sauver des boîtes, et vous en avez sauvé 11 déjà, et c'est pas fini. Et vous multipliez ainsi les activités, les actions au profit du territoire. Oui, non ? Oui, c'est ça. Alors l'idée, c'est de se dire, dans 2 ans, je vais repasser une dizaine, comme certains amis l'ont passé il n'y a pas très longtemps. Et donc, avant d'avoir les cheveux entièrement tout blancs, vous voyez, c'est quand même, donc quand la cinquantaine est arrivée, toujours cette quête de sens. Parfois, chez l'homme, c'est plus tardif que chez la femme. Vous voyez, la femme, c'est très tôt, et chez l'homme, c'est à la cinquantaine que la quête de sens peut-être se révèle encore plus. Mais en tout cas, il faut avoir pu gagner sa liberté pour pouvoir faire ça, et donc consacrer une bonne partie de mon temps aussi de moyens financiers, donc pour rendre à notre territoire, à la Normandie, que nous affectionnons tous autant, vous en avez parlé tout à l'heure, Pierre-Jean, Jean-Philippe, etc., qui nous réunit d'ailleurs aujourd'hui même. Et donc l'idée, c'était de se dire, voilà, je vais plutôt essayer de trouver moyen d'agir sur l'attractivité, d'où le club d'ailleurs de rugby, attractivité pour le territoire, de se dire, tiens là, il y a un projet, en plus on peut en faire un projet normand, mais aussi un projet de formation pour les jeunes, parce que pendant qu'on forme les jeunes à ce beau sport collectif de surcroît, qui vous apprend aussi les valeurs de la vie, mais aussi
la dureté de la vie, hein. On prend des coups au rugby, c'est pas facile, voilà. On ne peut gagner que de manière collective. Pendant ce temps-là, vous voyez, on leur donne déjà de bonnes bases, ils sont pas dans la rue à faire n'importe quoi, autre chose. Après, de sauver des entreprises, parce que on a des belles pépites maintenant, tout le monde, enfin le gouvernement nous a longtemps parlé depuis quelques années de notre industrie, réindustrialisation, etc. Mais enfin, l'erreur, c'est d'avoir laissé perdre et disparaître une bonne partie de nos pans industriels déjà auparavant, hein. On se réveille un peu tardivement, mais enfin, il n'est jamais trop tard. Et donc, c'est vrai que ça faisait mal au cœur de voir des belles entreprises qui avaient un potentiel, en tout cas, qui pouvaient disparaître parce qu'il n'y avait pas de repreneurs. C'est comme ça, vous voyez, où on s'est dit, là, on va essayer de faire une bonne action, sauver des emplois, en prenant du risque, hein, des risques financiers. Hein. Voilà. J'ai même fait des choses qu'on m'a dit de ne pas toucher, comme la presse, par exemple. Hein, voilà, par exemple. Je suis assez, vous savez, moi, j'aime bien, d'ailleurs, ça me permet aujourd'hui, parfois, j'ai des gens qui ne me comprennent pas, ça, c'est normal. Ça, c'est tout à fait normal. Mais qui ont l'impression que je cherche toujours plus. Vous savez, avoir plus, pas forcément gagner plus, hein, mais toujours plus, que je suis un éternel insatisfait. J'ai entendu ça. Eh bien non, parce que si vous êtes un entrepreneur, c'est comme les sportifs. Je fais du sport 2 fois 1 heure la semaine. Non, pas la même chose quand même. Donc je ne suis pas sportif de haut niveau. Mais si vous êtes un entrepreneur, vous voyez, selon le niveau qu'on souhaite, hein, et je pense quand même être d'un assez bon niveau dans l'entrepreneuriat, eh bien notre but, c'est de repousser les limites. C'est se redonner un nouveau challenge, un nouvel objectif. C'est ce que fait Marie dans son projet maintenant en Afrique. C'est un nouvel objectif. Voilà, mais c'est toujours repousser les limites sans cesse, parce que sinon c'est lassant, quoi. Mon plus vieil ami normand dit de moi d'ailleurs, un mot que Marie t'a employé tout de suite, que je suis un explorateur. Voilà. Je suis un explorateur. Donc voilà, si Jean-Louis il explore, si ça lui plaît, il va rester, il va développer, etc. Et si ça lui plaît pas, il va tenter autre chose, une autre expérience, et voilà, quoi. Mais toujours de manière collective. Votre confiance, celle que vous avez donnée à des associés, à des amis, à des partenaires, a-t-elle parfois été trahie, et comment vous avez fait? C'est sûr que je ne crois pas avoir connu quelqu'un qui a 100% de réussite dans la confiance portée à des humains. 100% de réussite. Surtout si on l'a fait à maintes reprises. C'est mathématique. À un moment donné, forcément qu'on se trompe. Alors, on se trompe d'autant plus facilement quand on est jeune. Après, avec l'âge, l'expérience, on a quand même aussi le feeling, l'instinct qui nous guide, hein, et qui nous évite de faire des erreurs. Mais en tout cas, moi, ce que je sais, comme beaucoup d'ailleurs, c'est que je suis entier. Donc ça peut être une très grande qualité, mais ça peut être aussi un défaut, hein, parce qu'on fait ou on ne fait pas. On a confiance ou on n'a pas confiance. Hein. La couleur gris, moi, je ne connais pas. Je connais blanc, je connais noir, mais voilà. Et donc, dans le côté entier, alors quand on donne sa confiance, là, on la donne à fond, et on se donne à fond. Voilà. Et d'ailleurs, quand on est déçu, la déception est proportionnelle à l'amplitude qu'on a donnée dans la confiance qu'on a apportée à quelqu'un, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Marie, il y a un continent sur lequel vous n'avez pas couru encore. C'est pas fini l'histoire. Vous avez en projet d'aller à la rencontre de l'Afrique ou pas? De courir là-bas? Oui, mais l'histoire n'est pas finie parce que, comme je l'ai expliqué au début, moi c'est mon nomadisme et ma curiosité du monde qui est le fil conducteur de ma vie, aussi bien dans ma vie professionnelle que dans le domaine des aventures que je m'autorise. Mais effectivement, c'était un tour du monde, hein, donc c'était pas un quadrillage. Bon, si vous regardez sur un globe terrestre, en gros, vous traversez soit l'Europe, soit l'Afrique. Hein. Du coup, j'avais choisi l'Europe. Ouais. L'Afrique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de complications, hein, géopolitiques notamment, je ne vous apprends rien. Donc c'est assez compliqué de trouver une ligne qui traverse, parce qu'il y a une des règles pour le tour du monde notamment, c'est que tous ces continents traversés doivent être traversés de part en part. C'est-à-dire vous partez d'un océan, vous arrivez à l'autre océan, à part l'Europe qui se termine soit au Bosphore, soit à l'Oural. Donc de traverser l'Afrique comme ça, c'est pas simple pour trouver une ligne... safe, on va dire. Donc voilà pourquoi j'avais trouvé ça plus simple, entre guillemets, sur mon tour du monde, qui était ma première expérience, d'aller traverser l'Europe à ce niveau-là, plutôt que l'Afrique. Alors maintenant que je suis un peu plus aguerri, bon, il faut quand même une sacrée dose de confiance en soi quand même pour aller faire un tour du monde, ouais. Mais une fois qu'elle est un peu établie, on n'est jamais sûr de rien, mais je me dis que je suis peut-être mieux équipé pour aller traverser l'Afrique maintenant. Et au moins, j'ai testé cette résilience pendant 2 ans et demi au quotidien. Donc, même si je doute de beaucoup de choses ou de quasiment tout, je me dis que cette résilience-là, elle ne disparaîtra pas aussi facilement. Donc, voilà, c'est le prochain projet. Jean-Louis, votre prochain projet pour le territoire, c'est lequel?
celui sur lequel vous n'avez pas encore travaillé mais que vous avez en tête? J'en ai déjà qui ne sont pas achevés. Déjà, ce serait de faire remonter le Rouen Normandie Rugby en Pro D2, puisque nous sommes descendus la saison passée. Voilà. Ce serait déjà un très beau projet pour le territoire. Et puis après, il y a tellement de belles choses à faire. Je pense qu'il y a au collectif Enway, où on a regroupé des chefs d'entreprise normands pour apprendre à mieux se connaître. Le but étant, comme aujourd'hui d'ailleurs, ce que nous aide à faire l'UN, je rêverais qu'on arrive à être finalement comme les Bretons. C'est-à-dire que les Bretons ne vont chercher à l'extérieur que ce qu'ils n'ont pas chez eux. Vous pouvez même être moins cher, hein, plus compétitif. Si de toute façon, ils ont quelqu'un qui le fait chez eux sur leur territoire, ils prendront un Breton. Voilà. Moi, pour réussir à pénétrer en Bretagne, il a fallu que je sois implanté en Bretagne. Mais de l'extérieur, je n'ai jamais réussi à prendre des parts de marché en Bretagne, vous voyez, en venant de l'extérieur. Voilà. Et ça peut fonctionner en apprenant à mieux se connaître les uns les autres. Voilà. C'est ça que je rêve, en tout cas, pour la Normandie. Merci beaucoup. Et Marie, j'ai une dernière question pour vous. Dans tout ce que vous avez traversé, vous venez de nous partager évidemment cette anecdote, enfin pas anecdote, ce récit du Dakota du Nord, mais il y en a des dizaines, mesdames et messieurs, que vous allez pouvoir trouver dans ce livre-ci. Là, vous avez une petite histoire brève de l'humanité, de toutes les rencontres, et également de ce monde qui se déroule sous les pieds de Marie. Ma question est la suivante. Y a-t-il un invariant dans toutes les personnes que vous avez rencontrées, quelles que soient les latitudes, les cultures, quelles que soient les langues, un invariant dans la façon dont on vous a accueillis? C'est un dénominateur commun, en fait, que... J'aiguise toujours ma perception, hein, c'est pas fini, je n'ai que, entre guillemets, 47 ans. Mon chemin, je l'espère, on touche du bois, est encore long. Et en fait, c'est la quête d'une vie. Tu parlais tout à l'heure d'une quête de sens, on l'amène comme on peut. Moi, c'est peut-être cette compréhension du monde. Et c'est vrai que dans ce tour du monde, qui était une expérience du monde en accéléré un petit peu, oui, il y a des dénominateurs communs. Quel que soit le continent sur lequel je suis, j'ai été accueilli avec la même humanité, avec la même curiosité. Cette chose dont je vous parlais tout à l'heure, ce fait que l'idée d'un tour du monde, alors qu'il soit fait en courant ou autre, mais ça évoque la même émotion chez les gens, où que je sois dans le monde. J'ai été accueilli de manière formidable. J'ai découvert l'histoire des continents en les traversant, en rencontrant les Indiens d'Amérique, les Mapuches du Chili, les aborigènes en Australie. Non pas parce que j'allais chez eux pour une enquête ethnologique, mais parce que tout simplement mes pas m'y amenaient. Et quand on traverse le monde à pied, il y a aussi quelque chose de très humain finalement, où on est accueilli en paix. C'est-à-dire que j'étais quand même une femme seule sur les routes du monde pendant 2 ans et demi. J'ai été non accompagnée pendant un peu plus de 2 ans. J'ai été accompagnée seulement sur les quelques derniers mois. Et je n'ai été la victime d'aucune agression, d'aucun acte malveillant. J'ai été la cible de rien du tout, autre que des gens qui s'arrêtaient pour me demander si ça allait, si j'avais besoin d'eau, si j'avais assez à manger, si j'avais besoin d'un hébergement pour le soir. Et alors ça, pour moi, c'est une leçon que j'avais aussi apprise au cours de ma carrière, finalement, et même surtout quand j'étais entrepreneur. En anglais, on dit « The only thing to fear is fear itself ». Et oui, quand je me lance dans ce tour du monde, alors soit je pars dans ce tour du monde toute seule avec toutes les peurs, mes peurs et celles des autres, et ça risque d'être très empêchant. Et les facteurs de peur, ils sont nombreux, hein. Moi, quand je pars dans ce tour du monde, toute seule, en charge de toute ma logistique, de ma finance, etc., j'ai des contingences que j'ai imaginées. Hein, il y aura peut-être des glissements de terrain, il y aura peut-être des tornades, il y aura peut-être des tremblements de terre. Je ne peux pas tout imaginer. Et j'y vais quand même, en me disant, je l'ai bâti mon plan entre l'idée que j'ai eue, qui était mon rêve, c'était mon étoile, et ma réalité, je l'ai bâti ce plan. Je l'ai, il est solide, je sais qu'il est solide, j'ai bossé dessus pendant 2 ans. Mais je sais aussi qu'à la première intempérie, il va voler en éclats ce plan. Mais c'est le but du plan. Si vous faites un plan et que vous attendez que tout se passe comme le plan, vous êtes foutu, vous allez vous désespérer assez rapidement. Donc j'avais ce plan, quelques contingences, et qu'est-ce qui arrive au bout de 3 mois de tour du monde ? Le Covid. Oui, tout d'un coup, tout ce qui faisait ma liberté, tout ce qui faisait l'essence de mon voyage, qui était le mouvement perpétuel, tout ça était interdit. Pas une fois j'ai pensé que mon tour du monde allait s'arrêter.
Alors, il a été mis en pause, hein, comme tout le monde, pendant 3 mois. Mais voilà, donc la seule chose dont vous pouvez avoir peur, c'est vos propres peurs. Si vous ne les portez pas en vous, osez vous faire confiance, c'est votre thème, hein, ben on peut aller au bout du monde. Marie Léotet, Jean-Louis Louvel, merci beaucoup à tous les deux.